vont réfléchir dans ce séminaire aux conditions du passage de la co-individuation à la transindividuation, c'est-à-dire de la production catégoriale, en nous penchant sur ce qui se passe en nous-mêmes d'abord et pas entre nous. En ce moment-là, pendant ce séminaire, vous m'écoutez aimablement, je parle, vous prenez des notes pour certains d'entre vous, et en prenant des notes, vous me catégorisez, vous catégorisez ce que je suis en train de dire. Cette prise de notes que vous faites, je vois au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes au nombre d'endroits qui prennent des notes. Si par exemple tout à coup je comparais toutes ces notes, il n'y en a aucune qui se ressemble. S'il n'y en a aucune qui se ressemble, c'est parce que comme vous n'avez pas les mêmes intentions secondaires psychiques, vous n'entendez pas les mêmes choses dans ce que je dis. En tout cas, si vous entendez les mêmes choses, vous ne les hiérarchisez pas de la même manière, vous ne mettez pas en évidence les mêmes saillances. Si on prend une catégorie de René Thom, qui décrivait lui les événements à travers ce qu'il appelle des saillances. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça, c'est une richesse. Le fait que 5 personnes qui prennent des notes ne prennent pas les mêmes notes, c'est une chance. Ce n'est pas un défaut. Pour les gens qui font de la science artificielle, c'est un défaut. Ils disent, il y a un problème, il y a de l'indéterminé, on n'arrive pas à catégoriser correctement. Et ils se trompent tout à fait. Parce que la catégorisation est avant tout diachronique. La synchronisation, c'est un artefact qui vient après coup. Donc on a besoin. Si je vous dis cela, c'est parce que quand vous m'écoutez et que vous prenez des notes, vous ne prenez pas les mêmes notes que votre voisine ou votre voisin, parce qu'en fait, vous n'avez pas le même langage que votre voisine et votre voisin, et vous n'avez pas le même langage que moi. Et en prenant des notes, vous transcodez, vous transcrivez ce que je suis en train de dire. Vous avez en revanche un langage. Ce langage, on l'appelle, en linguistique, donc chez certains linguistes, un idiolecte. Un locuteur, un individu psychique, a des catégories idiolectales. Il est structuré par une sémantique, une grammaire, une rhétorique, une prosodie, etc. Il en a même plusieurs, hein, comme l'explique Louis Jouvet. En fait, on est tous plusieurs, parce que selon les milieux où on parle, on ne va pas parler de la même manière. Quand je parle avec ma mère, je dis jamais de gros mots parce que c'est vraiment pas contente. En fait, nous parlons de différents langages. Ça ne veut pas dire que nous sommes duplices, par contre, ça veut dire que nous sommes multiples. On est là du ver officiel. Ses partisans même partagent cette lassitude. Ce qui explique les récentes innovations, c'est qu'on a compris que l'ancienne forme du ver était non pas la forme absolue, unique et immuable, mais un moyen de faire à coup sûr de bon vers. On dit aux enfants, ne volez pas et vous serez honnêtes. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. En dehors des préceptes consacrés, est-il possible de faire de la poésie? On a pensé que oui, et je crois qu'on a eu raison. Le vers est partout dans la langue où il y a rythme. Partout, excepté dans les affiches à la 4e page des journaux. Dans le genre appelé prose, il y a des vers quelquefois admirables, de tout rythme. Mais, en vérité, il n'y a pas de prose. Il y a l'alphabet, puis des vers plus ou moins serrés, plus ou moins diffus. Toutes les fois qu'il y a effort au style, il y a versification. C'est ce que j'appelle la grammaire idiolectale. Si je vous dis cela, c'est pour une raison très précise et théoriquement, à mon point de vue, extrêmement importante. Peut-être que vous pensez qu'elle n'est pas du tout, mais moi je la considère très importante. Je considère que si j'ai une grammaire idiolectale en moi, ça veut dire que mes rétentions secondaires psychiques, je les catégorise et je les ordonne dans des catégories idiolectales. Nous sommes en train de faire quelque chose ici, dans ce séminaire, ce matin, à Liri, que nous ne pourrions pas faire, par exemple, dans un village de Centrafrique. Ou que nous ne pourrions pas faire avec un peintre de la grotte Chauvet. Ce soir, à 4 heures de l'après-midi, quand je suivais le Zimma d'Aouda Sido, qui nous attendait à l'entrée de sa concession. Nous passons à côté du parc des moutons et des chèvres rituels qui seront un jour sacrifiés au génie dont la robe porte la couleur, noir, blanc ou rouge. Nous
passons à côté du hangar où se tiennent les chevaux de génie. Au milieu de la cour, devant l'orchestre, danse le vieux Sambou Albeïdou du village de Similé. Il danse depuis 4 heures. Il ne s'est encore rien passé. Lentement, nous le suivons, mais pas dans les pas. Et nous approchons de l'orchestre de Tourou et de Piti. Tous les gens qui sont là ont des cerveaux lettrés. Ce sont des reading brains, comme dit Marianne Wolf. Ou ce que Walter Hong appelle des literate minds. C'est-à-dire, en principe, plus ou moins, des esprits rationnels. Et rationnels au sens occidental du terme, c'est-à-dire ayant actualisé leur potentiel rationnel, sachant ce que c'est que le principe de contradiction, sachant faire la différence entre une démonstration et une argumentation. Il y a des tas d'argumentations convaincantes qui ne sont pas des démonstrations, etc. Si vous n'êtes pas capable de ça, vous ne pouvez pas soumettre la personne. Et ça, c'est ce que vous êtes en principe. Si vous avez BEPC, vous devez connaître ça. Et pour ça, il faut avoir un cerveau lettré. Lettré voulant dire chez moi, non pas cultivé, érudit, etc. Non, ça veut dire recodé à la lettre. Que les aires corticales de l'ouïe, de la main, les aires subcorticales, l'aire corticale de l'œil, etc., ont été recodées par le passage entre l'école maternelle et le BEPC, donc la 3e, donc le passage de 12 d'années à l'école, entièrement recodé. Ça, c'est ce que montre Marianne Wolf, qui fera partie de ce séminaire. Part of the reading process involves areas that were and are being used for object recognition. So our ability to use our visual areas to immediately know whether that object is prey or predator is actually being recycled for us and able to be automatically recognizing symbols. Parce que les systèmes sémiotiques communiquent les uns avec les autres. Par exemple, c'est très connu, tout le monde en parle toujours, c'est l'exemple dont on parle en général. On sait très très bien que le système des couleurs dans une société est conditionné par sa langue. L'exemple qui est toujours donné, c'est les 200 mots pour désigner le blanc chez les Esquimaux. Le fait que certains, c'est pas les Esquimaux, mais c'est un autre peuple qui est assez proche, en Islande je crois, voilà, ils ne distinguent pas le bleu du vert. Parce que c'est le même mot pour désigner le bleu et le vert. C'est-à-dire que l'œil n'est pas simplement un organe, c'est pas une caméra avec des pixels. L'œil, c'est un système extrêmement complexe, mais tous nos organes sont des systèmes extrêmement complexes et qui sélectionnent. Ce sont avant tout des processus de sélection. Donc il ne sélectionne que les fréquences qu'il sait catégoriser. Et donc ce que montre Marianne Wolf, c'est que quand on apprend à lire, on recatégorise autrement. Et quand on a recatégorisé autrement comme ça, on perd les catégories qu'on avait autrefois.